Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier rendez-vous 0% complexé, 100% convivial des décideurs locaux. Le concept est très simple, de l'échange, de l'expertise et du café, car tout bon moment commence par un petit café. Pour chaque émission, nous accueillerons des invités experts dans leur domaine pour nous parler de leur histoire, leurs projets, leur vision sur les enjeux qui nous concernent. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir. Alors, je commence par la société Cartec. Jean-Michel Léon, bonjour. Bonjour. Cartec, c'est un fabricant de boîtes pliantes en carton, créé en 2014 à Saint-Péret. Au départ, c'est un bureau d'études et commercial de 2 personnes et la production est réalisée en sous-traitance. En 2018, un site de production est installé à Valence et après un déménagement été 2021 dans des locaux sur les Auréas de près de 2000 m² pour réunir les 2, la production et le siège social. Février 2022, l'impression est intégrée dans les nouveaux locaux. Quelques chiffres, aujourd'hui Cartex c'est 18 personnes pour un chiffre d'affaires, d'environ de 3,5 millions. La force de Cartex, c'est un spécialiste de la petite et moyenne série, des multi-références et des délais courts. Ensuite, nous avons, Christophe Ries, la société Aventec. Bonjour. Bonjour. Aventec est expert en conception, industrialisation et fabrication d'équipements électriques critiques en environnement sévère. 2022, Ries Group se réinvente et devient Aventec, au cœur des énergies d'aujourd'hui et de demain. Ses marchés historiques, c'est le nucléaire, l'hydroélectricité, l'infrastructure ferroviaire, OME. Aventec est devenu un acteur majeur sur les marchés du biogaz, de l'hydrogène et de la mobilité électrique. Quelques chiffres, plus de 50 ans dans le domaine de l'électromécanique, un chiffre d'affaires en 2022 de 78 millions d'euros, installé à Valence principalement aujourd'hui, 2 unités de production en Tunisie et en Chine, et c'est environ 350 collaborateurs pour la partie France. Actualité, objectif 2025, Aventec travaille sur le déploiement de plusieurs centaines de stations de recharge pour des véhicules électriques qui seront installés dans les centres commerciaux. Et ensuite, nous avons Alain Mangeard, bonjour, Bonjour la Sébastien. société SFS, spécialiste de la conception, la fabrication et la distribution de vis autoforeuses techniques pour la menuiserie, l'industrie et le développement du bâtiment. SFS fabrique 1,5 milliard de vis par an. Ça en fait un petit peu, ça fait quelques boîtes. Oui. Quelques chiffres. Implanté à Valence depuis 1974, c'est environ 300 collaborateurs sur le site de Valence et c'est un chiffre d'affaires en 2022 de 85 millions d'euros. Actualité, SFS s'est engagé à réduire de 90% ses émissions de CO2 d'ici à 2030. J'ai cru comprendre que c'était déjà sur la bonne voie. C'est déjà sur la bonne voie, oui. C'est effectivement l'objectif que notre président, qui est suisse, a fixé à l'ensemble du groupe pour 2030. Aujourd'hui, en 2023, à Valence, on est à peu près à 85% pour ce qui est scope 1, scope 2, de façon technique. Ok. Christophe, Alain, Jean-Michel, du coup, on sait, c'est une présentation classique. Maintenant, je vais vous laisser la parole. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vous en 3 mots? Est-ce que Jean-Michel, tu veux commencer? Ouais. Déjà, ravi d'être ici et merci de m'avoir invité. En présentation simple, j'ai 54 ans, je suis dans le monde du carton depuis 30 ans. J'ai créé une nouvelle structure en 2014 afin de répondre à un besoin particulier de petite et moyenne série. Le travail, je suis lié au corps, donc je fais quasiment rien d'autre. Puisque je travaille 7 jours sur 7, mais avec vraiment beaucoup de plaisir dans ce que je fais et la volonté de créer et d'entraîner mon équipe dans la création de nouveaux et de beaux projets. Ok, bon, on aura le temps d'en parler un petit peu des projets. Christophe, tu veux enchaîner? Oui, alors pour compléter un petit peu ce que tu disais en introduction, effectivement le groupe, Aventec va bientôt fêter ses 50 ans, donc plus connu sous le nom de Reyes, puisque c'est mon père qui a démarré en septembre 74 dans le métier de l'installation électrique industrielle. Depuis, notre métier a beaucoup évolué, jusqu'à la vocation que tu as évoquée en préambule.
Donc voilà, donc moi, ça fait maintenant ça fait autour de 25, à peu près 25 ans que je travaille dans la société, mais je ne suis pas du tout technicien à la base, donc je suis entouré d'experts et c'est plutôt sympa. Je suis toujours émerveillé de voir ce qu'on fait. Quand on est béotien en la matière, c'est toujours assez sympa. Et puis voilà, pour être donc 47 ans, 4 filles, mariées, et puis bien évidemment quelques passions à côté, que sont le rugby de façon historique, et puis la musique, on va dire tendance un petit peu gypsy. Voilà. Ok, on verra pour la chanson plus tard. J'espère. Ouais, mais on fera chanter Alain, très belle voix, Alain. Très très belle voix. Alain, qu'est-ce que tu veux nous rajouter? Tu nous as parlé un peu de ton actualité. Oui, donc SFS depuis 74, ça va faire 50 ans aussi l'année prochaine. Donc je ne sais pas toi si c'est exactement, si c'est l'année prochaine Septembre aussi. 2024. Ouais, donc l'année prochaine, à peu près à la même époque, nous Ouais. fêterons nos 50 ans. Donc c'est une fierté de gérer cette société de 300 personnes. J'ai démarré il y a 15 ans, j'ai amené toute ma famille dans la Drôme, où j'ai trouvé à la fois un travail et puis beaucoup d'amis, beaucoup de relations, puisque j'aime beaucoup les Drômois et les Ardéchois, qui sont des gens en général très très agréables et très sympathiques. Ok, je te poserai des questions tout à l'heure sur le territoire. Tu nous en diras un peu plus. Parfait. Maintenant qu'on se connaît, avec qui on va boire un café, on va rentrer dans le vif du sujet avec la question à 1 million. Jingle. La question à 1 million. Faut-il investir aujourd'hui dans l'immobilier en 2023? Je crois qu'il y en a qui ont déjà commencé sur les chapeaux de roue en investissement sur 2023. Qui veut nous partager? Puisque tu me désignes du regard, je vais démarrer. Effectivement, on peut partir du principe que c'est pas forcément la bonne année pour investir. Maintenant, il y a toujours une bonne excuse pour ne pas faire les choses. Effectivement, la conjoncture est compliquée, les banques ont du mal à prêter, les taux augmentent, on le sait, on va pas refaire l'histoire de l'économie actuelle. Maintenant, le groupe Aventec est en très fort développement depuis maintenant quelques années, de par le positionnement sur ces nouveaux marchés de la transition énergétique, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et pour absorber cette croissance, nous avons besoin effectivement je dirais de foncier, de bâtiments industriels qui soient dimensionnés dans l'esprit Industrie 4.0 pour nos besoins actuels et futurs. Donc effectivement, un projet d'un gros bâtiment de 18 000 m² qui sera, je l'espère, opérationnel entre mi et fin d'année 2024. D'accord. Donc aujourd'hui, le contexte économique ne te fait pas ralentir et tu te dis: «Je réponds à des marchés et j'avance et j'investis». Complètement, parce que les sollicitations clients sont toujours là, augmentent. Alors, augmentent pour 2 raisons, parce que le positionnement qu'on a est un positionnement qui est très porteur, notamment dans la transition énergétique, et parce que effectivement les équipements qu'on peut proposer sont au cœur de cette révolution-là, au niveau de tout ce qui est, équipement électromécanique, de la génération jusqu'à la distribution de l'énergie, quels que soient les secteurs. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui nous porte. Et puis après, on a dans notre ADN d'entreprise toujours eu cette volonté de se développer et d'investir. Et c'est le fruit, quelque part aussi, de nos efforts commerciaux et de prospection que nous faisons depuis plusieurs mois, plusieurs années aussi. OK. Alain, est-ce que tu investis? Oui, Je crois que tu ouais, ouais. regardes, On est en train de regarder pour investir, effectivement. Alors nous, on a une autre problématique, c'est-à-dire que, enfin problématique, je ne sais pas si c'est problématique, puisque c'est plutôt une croissance de l'entreprise qui est liée au fait que notre groupe croit fortement à ce que dans les années qui viennent, on va revenir à ce qu'on appelle du nearshoring, c'est-à-dire des approvisionnements à courte distance de l'Europe fournit l'Europe, l'Asie fournit l'Asie et les États-Unis fournissent les États-Unis. j'ai cru Et comprendre que c'était dans l'ADN en plus de la société. oui, le local pour le Mmh. local, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de la division construction et même de façon générale du Mmh. groupe SFS. Et il y a des obligations pour les gens qui construisent des bâtiments Oui, en plus? il y a une nouvelle loi qui vient de sortir qui dit que depuis 2020 en théorie, mais elle a été décalée un petit peu, il va falloir compter le taux de CO2 des bâtiments, et quand on construit un bâtiment, limiter les CO2 émis par la création du bâtiment. Et là, le fait de fabriquer en France, proche
des marchés de montage de bâtiments est un avantage. Et aujourd'hui, on est je pense, la seule société industrielle à fabriquer des vis pour le bâtiment en France à cette échelle-là. Et en Europe, il y en a encore un certain nombre, mais elles sont quand même relativement limitées. Nos concurrents principaux, c'est le sud-est asiatique. Et on a la chance aujourd'hui que d'un alignement de planète entre la taxe carbone aux frontières, entre les mesures anti-dumping vis-à-vis de la Chine sur les fixations, qui vont nous permettre d'augmenter notre potentiel à Valence. Et donc pour ça, on est en train de rechercher, enfin on a trouvé a priori un local pour pouvoir sortir notre matière première et dans nos locaux mettre plus de machines pour fabriquer plus de vis. D'accord. C'est en croissance le nombre de vis? Oui, c'est en Parce croissance. que le marché de la construction va plutôt augmenter? Même si on parle de crise, les gens vont investir? Je pense qu'aujourd'hui, les gens continuent d'investir. Alors, ce qui est surtout stoppé à l'heure actuelle, c'est surtout l'immobilier résidentiel, Mmh. tout ce qui est construction neuve. Par contre, la rénovation est quelque chose qui fonctionne encore de façon efficace. Beaucoup de gens ont eu des fenêtres à changer, ont changé leurs fenêtres, ont refait leurs isolations à l'intérieur de leur maison ou des bâtiments industriels avec les nouvelles réglementations. Et tout ça, ça fait que le marché est tiré vers des produits de rénovation. SFS, depuis longtemps, pour la division construction, s'est focalisé sur cette partie de rénovation et de bâtiments à haute efficacité énergétique. Et aujourd'hui, ça nous aide. Ouais. dans Donc plutôt le notre développement. sentiment quand même que l'investissement immobilier en 2023 va continuer Oui, je pense. Oui. et n'est pas stoppé comme on l'entend effectivement un petit peu sur Non, mais l'habitation. je pense qu'il y aura des opportunités. Et puis après, il y aura aussi des choix à faire pour les investisseurs. Peut-être que le marché sera moins tendu que les 2-3 dernières années, mais Ouais. je pense qu'il ne va pas s'arrêter. Et toi, Jean-Michel? Alors, moi, c'est un petit peu différent. C'est puisque, récent un voilà, petit le peu déménagement est l'investissement, relativement mais récent. Par contre, l'objectif est vraiment la construction d'un bâtiment dans les 5 ans qui viennent maximum, entre 4 et 5 ans, pour 2 raisons. La première, c'est que je vais avoir besoin d'étendre un peu la surface, donc de passer de 2000 à 4000, 4500 mètres carrés. Et d'avoir un peu plus d'aisance sur la partie stockage et l'intégration de nouvelles machines. Et puis la contrainte la plus forte, c'est que j'ai aujourd'hui une machine principale qui est une presse offset, qui fait 20 mètres de long sur 5 mètres de large et qui pèse 70 tonnes et qui demande 8 semaines d'installation. Donc le jour où je change en presse offset dans les 6 ans qui viennent, il n'est pas question d'arrêter 8 semaines de production pour pouvoir mettre la nouvelle presse. Donc forcément, ça veut dire un nouveau bâtiment dans lequel on installera la nouvelle presse avant de démonter la précédente. Donc de toute façon, dans les 4 à 5 ans qui viennent, un nouveau bâtiment. Donc pour l'instant, le terrain, bien évidemment, n'est pas encore trouvé. En Drôme, en Ardèche, on verra, mais je pense savoir déjà vers qui je vais m'adresser pour travailler sur la recherche de terrain. J'ai une idée, mais que tu dois connaître aussi pour ça. D'accord. Dans les horizons que tu viens de dire. En termes de timing. sur de la place. Sur le foncier, je parle là du terrain. Oui, Ouais, d'accord. Oui, pour rester dans J'ai le cru que même c'était le secteur. conseil. moi. Non, j'ai pas cette prétention-là. Et puis, on a un expert qui est avec nous, d'Arthur Lloyd. Donc, voilà. Mais, Oui. C'est comme ça que ça marche. Hein. Parce que nous, on le voit dans les investissements. On est questionné. Hein, là, tu me questionnes régulièrement. C'est pas si simple que ça même si on veut investir en 2023, mais c'est pas si simple que ça. Après, il faut que les prix correspondent, il faut que la surface, les secteurs géographiques, c'est important. En tout cas, merci de nous avoir fait part de votre vision sur le sujet. On va voir si vous êtes aussi inspiré par d'autres thèmes. Jingle. Alors, je vais vous demander de piocher au hasard un mot dans la tasse et nous dire ce que cela vous évoque. Donc, vous avez une tasse qui est là. Allez-y. Qui est-ce qui pioche? Allez, Christophe. D'accord. Énergie. Énergie. C'est non, mais c'est un pour tout le monde. Non, il m'a dit de piocher. Non, c'est un chacun. Ah non, c'est un chacun, d'accord. C'est un chacun. Pioche, je t'en prie. Mais Alain pourra aussi parler d'énergie s'il veut, hein. Pas de souci. Alors, je vais le décliner sous plusieurs formes. Énergie, c'est déjà le secteur d'activité dans lequel on évolue à 80-90%. Et toutes les énergies. Alors, historiquement, effectivement,
le nucléaire, l'hydraulique, et toujours en proposant les équipements que j'évoquais précédemment. Mais bien évidemment, les nouvelles énergies, c'est pour ça qu'effectivement, dans la vocation et dans la vision un petit peu du groupe, c'est que Aventec se positionne sur les énergies d'aujourd'hui et celles de demain. Et puis, je le décline aussi avec l'énergie avec laquelle tous mes collaborateurs et Trice et moi-même, nous nous levons tous les matins pour venir au boulot et faire en sorte effectivement que tout ça prenne corps et y amener le maximum d'énergie possible pour que le projet et la vision d'entreprise que l'on a sur notre plan en 2025 à aujourd'hui, et puis on réécrira le suivant très prochainement, prennent corps. Donc effectivement, voilà, l'énergie elle se décline Le sur groupe a toujours été ça a toujours été l'énergie? Au début, bah, c'était de l'éclairage, dès c'était que tu les parles effectivement d'électricité, ce qui est le métier premier de l'entreprise, puisque mon père a démarré avec un BTS électrotech, donc sur le métier d'installateur électrique. L'électricité, c'est l'énergie. Donc voilà, et l'électricité, le monde s'électrise de plus en plus. Il y a quelques chiffres qui le montrent. Depuis une trentaine d'années, le monde s'électrise. Si je prends ne serait-ce que l'exemple de la mobilité électrique avec les voitures, par exemple. Donc tout ça, effectivement, a besoin de génération d'énergie, qu'elle soit effectivement fossile, nucléaire ou des nouvelles énergies renouvelables, tout qu'on connaît, le solaire, l'éolien, l'hydrogène, le biogaz et j'en passe. Donc voilà, donc effectivement, le mot que et j'ai tiré est au cœur de... et et sans parler de toi, ta problématique du coût de l'énergie, mais est-ce que toi, dans vos marchés, avec le coût de l'énergie qui fait qu'augmenter, est-ce que vos métiers, les produits que vous concevez, que vous accompagnez, vous construisez, est-ce qu'ils sont en train de changer par rapport à ça? Pas forcément. Alors déjà, en propre, on n'est pas une industrie chez nous qui est très énergivore. Mmh. Donc on a été plutôt à l'abri, je dirais, des augmentations assez spectaculaires qu'on a vues sur les coûts de l'énergie. Donc on n'est pas très énergivore. Par contre, effectivement, on va proposer les équipements et les productions d'Aventec des nouveaux clients dans des nouveaux secteurs d'activité qui, eux, effectivement, sont sur la décarbonation de l'industrie, sur les économies d'énergie. Donc forcément, on est lié à ça. Dans Par, le co- bâtiment. par contre, la hausse du coût de l'énergie, tu l'as ressentie dans tes prix d'achat, de façon très sensible. Dans les prix d'achat, tu veux dire Des composants matières ou premières, des énergétiques? matières Oui, ben ça premières. oui, comme tout le monde. On vit un cycle inflationniste depuis maintenant plus d'un an qui est difficile. Alors à la fois sur le prix des composants, qui sont faits un petit peu de partout. Donc ce qui veut dire que tu as un coût de supply chain aussi qui fait que l'énergie, que tu ressens ce prix-là sur l'approvisionnement en matière, sans parler des délais d'approvisionnement. Et c'est aussi pour ça qu'il est de bon ton de reconstituer certaines filières en local, ce qui est fait au niveau européen et notamment au niveau gouvernemental. C'est ce que tu as commencé à nous dire. Alain, tu enchaînes? Oui, risque. Risque? Ah, Alors, le mot risque, effectivement, il y a des risques partout, mais les risques, je préfère le mot opposé, opportunité, en fait, parce que dans chaque risque, un risque va créer une opportunité. On a des risques parce que le prix de l'énergie augmente, mais ça crée énormément d'opportunités dans nos sociétés de se différencier par rapport à d'autres entreprises. Et puis, ces opportunités, bah, c'est à nous de les saisir à chaque Mmh. fois. Et question que j'ai envie de te poser, tu as le sentiment avec le contexte aujourd'hui, tu vas prendre plus de risques, plus d'opportunités, ou au contraire, le mot risque un peu plus et tu vas faire attention à tes opportunités? Comment tu gères ça, demain, d'investir, de développer tes marchés? On essaye surtout de se focaliser sur les opportunités et puis on gère les risques le mieux qu'on peut. Mais Mmh. aujourd'hui, c'est vrai que le monde, le monde a rarement, dernièrement, de ces dernières années, le monde était quand même beaucoup plus tranquille. Et Mmh. on a beaucoup de risques, entre les risques de la guerre Ukraine-Russie, les risques des ruptures d'énergie, les risques Matériaux? sociaux, par exemple, en ce moment avec Mmh. les retraites, ce que ça va engendrer dans nos sociétés, dans nos entreprises. Oui, ça, Oui, des risques, il y en a beaucoup plus il y en a un aujourd'hui peu qu'il y a plus. 10 ans en arrière. Ouais. Après, ça donne aussi d'autres opportunités, et c'est en gagnant les opportunités qu'on arrive Mmh. à se développer. Mais j'ai le sentiment quand même que les entrepreneurs que vous êtes,
après les gilets jaunes, après le Covid. Enfin, Ah oui, on est prêt pour cet exercice et de gérer le risque. à tous les ans, une nouvelle crise. Hein. Oh, Et bon, au final, on les passe. On parle même plus de crise d'ailleurs, ou de risque. Enfin, vous avez l'habitude de prendre un entrepreneur prend des risques tous les jours. Mais j'ai l'impression qu'au contraire, ça nous a renforcé Mm. là-dedans. On voit Oui, ça renforce. On a beaucoup, il y a un mot qui a beaucoup été employé pendant toute cette période post-Covid et autres, c'est le mot résilience. Mm. Et aujourd'hui, c'est mis un petit peu à toutes les sauces, même ça devient un peu galvaudé, mais c'est vrai que la notion de risque, comme l'évoquait Alain, elle est présente tous les jours. Et c'est vrai il nous est tombé ces dernières années entre le Covid, la guerre effectivement en Ukraine et puis on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Maintenant, aujourd'hui, je trouve que les sociétés sont de plus en plus armées et se préparent de plus en plus à ce type d'événements parce qu'elles les ont aussi déjà vécus. Et effectivement, cette résilience est vraiment en place, en tout cas Mm. sur l'écosystème que je peux voir autour de moi, quoi. Ouais. Tous les ans, on se dit, ça peut pas être pire. En fait, si. Depuis 3 ans, ça a été pire. Et c'est vrai que la, la, la- l'adaptation obligatoire, si on veut rester en vie, a fait que on a mis des méthodes de travail en place ou des méthodes d'achat, des méthodes d'approvisionnement qu'on n'aurait pas forcément envisagé quelques mois ou Mm. quelques années Et auparavant. comme dit Alain, ces risques se transforment en En opportunités opportunité. au final. Parce Bah, que on a quand même les entreprises que je rencontre tous les jours dans mon métier, elles se sont développées, elles se sont réinventées et parce qu'elles ont pris un sacré coup de pied et puis l'exercice il est prêt, quoi, ça y va. dans notre métier, on a la notion de proximité qui était totalement inexistante jusqu'au Covid, en fait. Hein. Alors, on est plutôt sur des marchés nationaux. Il n'empêche que on a une notion de région aujourd'hui, de local, de régional, qui fait que certains choix de clients se fait par rapport à la proximité géographique. Alors, après, il ne faut pas que ce soit à n'importe quelle condition, à n'importe quel prix, mais ça reste aujourd'hui un critère qui était totalement inexistant dans les années précédentes et qui est, en tout cas dans notre métier, pris en compte de façon relativement importante. Ok. Tu nous parles de ton mot? Alors moi, c'est productivité. Je- La productivité aujourd'hui a été, en tout cas le gain de productivité a été indispensable pour essayer de pallier les augmentations de matière qu'on a subies sur les 18 mois qui viennent de s'écouler. On a, dans notre métier, on a subi environ, en fonction des qualités de carton, entre 60 et 100% d'augmentation, en sachant que le carton représente 50% du produit fini. Donc, c'est assez délicat derrière pour aller proposer des solutions aux clients. Donc, forcément, une part des augmentations a été répercutée. Et puis, il a fallu aussi compenser avec des gains de productivité. Alors, ça veut dire des cadences qui doivent un petit peu s'améliorer, ça veut dire des taux de gage qui doivent s'améliorer également, un travail de fond qui, quand la matière n'est pas chère, a tendance à pas forcément être fait, ou en tout cas pas de façon aussi importante, aussi pointue, et qui devient un vrai critère et un vrai indice de suivi. Parce que quand vous avez le carton qui a doublé sur le prix d'achat, il faut pouvoir l'économiser. Mmh. Mais le système, le système l'accepte, ou à un moment ça va avoir sa limite Non, et on essaye on a beaucoup formé nos gens en interne pour les faire monter en compétences, pour essayer d'améliorer les temps de calage. La particularité du cartonnage, c'est que les frais fixes sont très lourds entre les différentes étapes, et les temps de calage sur les petites séries sont les mêmes que sur les grandes séries. Donc le coût ramené à l'unité est relativement lourd sur les petites séries, et donc le but c'est de faire gagner un petit peu, de gagner un petit peu sur ces temps de calage, donc de faire monter les gens en compétences pour essayer d'améliorer la productivité. ouais. À bout d'un moment, Mmh. alors après, soit on a des moyens illimités et on achète des machines toujours plus performantes, ce qui n'est pas notre cas, soit on fait avec les outils en place et on essaye d'améliorer les différentes procédures et de faire monter les gens. Mais dans ta productivité, tu arrives encore à trouver le moyen d'être plus performant pour Oui, réduire ton coût oui, de parce façon à que pas impacter pour être trop tout à sur le fait client. honnête, c'était un des critères, on va dire le taux de gage par exemple n'était pas forcément un critère qui était le plus suivi, parce que la matière, à partir du moment où elle a un coût «raisonnable» entre guillemets, on peut se dire, bon, on va d'abord travailler sur d'autres sujets que le taux de gage.
Et bah, le taux de gaz, c'est un vrai critère dans l'augmentation et l'amélioration de la productivité. Bah, c'est la pénurie, alors les hausses de prix et la pénurie qu'on a subie sur ces 18 derniers mois nous a imposé d'être un peu plus attentifs. Et bah, mécaniquement, ça fait automatiquement augmenter la productivité. Et puis, tu évoquais effectivement le prix de ta matière première principale qui avait presque doublé. Oui. Mais tu as aussi, toi, qui est une industrie très énergivore, j'imagine que Oui. effectivement le coût de l'énergie a dû Alors, avoir un impact non négligeable pour pour toi. l'instant, je touche du bois. On a signé un contrat lorsqu'on est arrivé dans les Tu as réussi à bâtiments. verrouiller un peu J'ai tout un ça? contrat qui est, pour l'instant, qui court jusqu'à fin 2025. D'accord. Voilà. Donc après, j'ai un risque, c'est que mon fournisseur d'énergie dénonce le contrat parce qu'il sera plus capable de tenir les conditions qui ont été. Ton coût d'énergie dépasse ou pas les 3% de ton chiffre Oui, d'affaires? dépasser Donc 3%. tu Et es éligible à oui, quelques on aides a à et l'aide intermédiaire, la deuxième option, d'accord. moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une démarche qu'on a fait OK. effectivement. Mais j'ai des confrères aujourd'hui. Nous, la charge électricité aujourd'hui, c'est environ 80 000 euros par an. J'ai des confrères, donc pour 3,5 millions en gros d'euros de chiffre d'affaires, j'ai des confrères qui ont pris la même charge et qui sont passés à 480 000 euros cette année. C'est-à-dire, on ferme la boutique, il n'y a Ouais, aucun moyen d'absorber. Mmh. Dans notre métier, malheureusement, les marges ne permettent pas d'absorber ce niveau d'écart. Ouais, on n'est pas OK. dans les vis. OK. Oui, c'est bien le problème. Nous, Bon. on est passé de 1,2 million à plus de 4 millions d'euros au Sur niveau 2023. électrique, Facture ouais, énergétique? juste l'électricité, ouais, Sur Valence. sur Valence. Et en fait, on a effectivement les aides gouvernementales. Ce qui est un petit peu agaçant, c'est qu'à l'heure actuelle, on a été obligé de signer des contrats au mois d'octobre par nos électriciens sur des bases qui sont très hautes. Et ça a tendance Et à actuellement, on pourrait acheter l'électricité un peu deux fois et demi moins Ouais. cher si on Ouais. était au spot, mais ils ont refusé à ce moment-là de nous laisser aller au spot. Et donc, du coup, on paye l'électricité très cher. Et donc, ça coûte cher pour l'entreprise. Donc, effectivement, il faut refacturer au client parce qu'on ne peut pas se permettre c'est pas absorbable. d'absorber ça. Mais en parallèle de ça, ce qui est le plus scandaleux, à mon avis, c'est cette histoire d'aide gouvernementale où on a été forcé, où maintenant on va bénéficier des aides gouvernementales dont on n'aurait peut-être pas eu besoin si les énergéticiens avaient fait preuve d'un peu de souplesse il y a 6 mois en arrière. Oui, quand tu as signé ton contrat à 2 Mmh. fois plus cher Ah que ouais. ce que c'est Oui, aujourd'hui. OK. Bon, je vois que vous êtes bien inspiré par le sujet. On va continuer dans ce sens et on va découvrir vos projets du moment. Jingle. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet du moment, de l'année? Quelles sont vos actus? Qu'est-ce qui veut commencer? Bon, c'est moi qui ai sûrement le moins à dire, donc je vais C'est vrai. commencer, puisque les gros investissements ont été faits Ouais. sur début 2022, donc de nouvelles machines. On a la chance d'être dans un métier où le développement est important pour remplacer le plastique, qui est devenu un gros mot, même si c'est un peu galvaudé dans certains cas, mais il n'empêche qu'on a un gros transfert de produits plastiques vers le carton. Donc, j'ai rentré une machine qui s'appelle une barquetteuse qui permet de faire de la barquette carton pour remplacer des barquettes plastiques ou qui permet, alors sans rentrer dans les détails, de remplacer un blister plastique, une coque plastique scellée sur du carton ou prise ensemble ou scellée sur elle-même par une coque carton. D'accord. Donc, c'est un gros développement. Ce sont des marchés qu'on est en train de mettre en place, qui me permet d'aller chez des clients, des gens comme le groupe SEB, par exemple, qui aujourd'hui ont beaucoup d'emballages plastiques et qui nous demandent de travailler pour les renforcer, pour les transférer sur du matériau carton. D'accord. La particularité de SEB, c'est qu'on est sur un produit d'essai, entre guillemets, et ça représente environ 800 000 pièces pour un produit d'essai. Alors que moi, 800 000 pièces, c'est ce que je suis censé faire à peu près sur 6 mois de production pour un client donné. Bon, après, c'est un gros développement. On verra comment se passe la suite. Et il y aura donc certainement une machine supplémentaire, une barquette supplémentaire à rentrer. Voilà. OK. Et puis l'autre projet, là vraiment en cours, on est en plein dedans, c'est la mise en place d'un nouvel ERP. Christophe? Tu as commencé à nous parler d'une autre usine tout à l'heure? Oui, mais je dirais que tu parlais, ta question était le projet du moment, Oui. hein? Donc effectivement, oui, ça c'est un projet. On a beaucoup de projets en cours. Donc effectivement,
l'usine, la nouvelle usine qui verra le jour en 2024, c'est une chose. Mais moi, je m'attarderai plus sur le projet que nous avons en interne en ce moment de rénovation complète de nos 3000 m² de bureaux. Ça, tu Euh, as déjà commencé les on a travaux? déjà commencé les travaux fin d'année dernière et ils seront finis vraisemblablement septembre-octobre 2024, si rien ne dérape. Donc là, Septembre 2024? 2023? pardon, 2023. Donc là, l'idée, c'est effectivement, d'amener un confort de travail à nos équipes, à la fois de bureau, mais également à la fois d'ateliers en production, qui soit bien mieux que ce que c'était auparavant. Donc c'est pour ça qu'on fait un gros investissement, dans ce sens, afin de permettre à tous les collaborateurs et collaboratrices d'être dans un environnement de travail qui soit beaucoup plus collaboratif que ce que ça pouvait être auparavant et beaucoup plus agréable à travailler au quotidien, mieux insonorisé. On en profite également pour avoir, puisque le bâtiment a quand même un petit peu d'ancienneté, pour avoir une isolation et donc du coup une dépense énergétique qui soit un petit peu moindre de par les travaux qu'on va faire, surtout l'environnement extérieur au niveau des vitrages et autres. Donc voilà, ça c'est quand même le gros projet Tu parles du du bâtiment bon. où il y a le siège Le qui fait bâtiment environ principal, 15 000 m². voilà, Mmh, qui fait 15 000 m², dont 3000 m² de bureau. Voilà. d'accord. Et là, tu refais pas que les bureaux, tu fais aussi pour l'industrie, pour tous les Alors là, ateliers? effectivement, sur la partie atelier, on refait toute la partie, vestiaire, toilettes, salle de pause qu'on va aussi toutes rénover de façon à ce qu'elles soient les plus agréables et accueillantes possibles pour les collaborateurs. Imagine effectivement que ça devrait répondre à l'attente du plus grand nombre. Mmh, c'est Il un y vrai aura sujet, le forcément bien-être au travail, des réfractaires, mais ça, c'est mmh, pas grave. À partir du moment où on embarque la majorité des gens, c'est gagné. bien sûr. Alors, Alors, moi, je vais parler de 2 projets. Le premier projet, c'est un projet que j'ai avec le CFAI ici. C'est de monter une école de la déformation pour apprendre aux gens à rapprendre les bases ou à leur apprendre les bases de la mécanique, puisque aujourd'hui, dans l'industrie, on a beaucoup de mal à trouver des gens qui ont fait des formations de base qui nous correspondent, mécanique, électricité. Je pense que c'est la même chose. Et donc, on veut former des gens à nos métiers. Nos métiers, c'est des métiers assez particuliers, la frappe à froid. mmh, Il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui en font en France. Et donc, on va monter une école pour, sur plusieurs années, être capable de former des gens, on va dire, d'un apprenti qui ne sait rien faire, jusque à quelqu'un qui va avoir un niveau technicien d'atelier. donc ça fait sur Ça, en l'Otagne, partenariat avec oui, exactement, sur le plateau de l'Otagne, avec le CFAI, le bâtiment qui est juste à côté de chez toi, ici. génial. Voilà. Donc ça, c'est une première chose pour la partie humaine. Et puis, un autre projet qui me tient aussi beaucoup à cœur, dont en fait, le déroulé est en train de se passer en ce moment, puisque mon grand patron est en train de présenter aux actionnaires du groupe une surélévation sur nos bâtiments à Méliès de 800 m² de bureaux pour agrandir notre capacité et avoir des collaborateurs qui soient dans de meilleures conditions de travail. On avait rénové nos bureaux complètement sur Méliès il y a 13 ans, 2 ans après que je sois arrivé à peu près. On avait fait des choses qui étaient bien, mais aujourd'hui on a beaucoup grossi et les gens sont un peu tassés et il faut leur redonner un peu d'espace. Comme les gens, on a discuté longtemps ensemble et j'ai eu, je tu m'as aidé à trouver des solutions, mais en fait les collaborateurs m'ont dit qu'ils voulaient rester près de l'usine, près de leurs collègues en production, en logistique et cetera. Mmh. Et donc pas séparer la partie commerciale de la partie production comme je l'avais envisagé à un moment, Mmh. et bien Tu as c'est été à pour leur ça. écoute. Voilà, et c'est pour ça on va monter un étage de plus, donc on est en train de travailler sur ce projet-là, qui on aura une vue qui sera peut-être pas aussi belle qu'ici, mais pas loin. Bon, on t'aura pas comme voisin alors? Non, En désolé. partie. De loin. Bon. Affaire à suivre alors? Oui, oui, mais ce qui est bien dans ces projets-là, c'est qu'effectivement, c'est structurant pour les entreprises. Et puis, pour parler effectivement de ce que j'évoquais, on va encore une fois vers la qualité de vie au travail de nos équipes, des gens qu'on va intégrer demain, parce que quand on est en fort développement, comme c'est le cas Mmh. chez nous, ah bien, on Mmh. est en constant recrutement. Donc, Mmh. c'est bien aussi d'accueillir Mmh. les gens dans une sorte de cocon de travail Mmh. qui soit le plus agréable possible, parce qu'on y passe malgré tout beaucoup de temps Mmh. au boulot. Donc, Mais ça, c'est important, Christophe, on échange depuis longtemps et
ça y est, les industriels, j'entends ces discours de bien-être au travail. Alors, c'est pas que avant, vous ne faisiez pas attention, mais il fallait produire, c'était l'outil de production. Aujourd'hui, on entend de plus en plus de gens qui investissent dans les bureaux et même pour les ateliers, qui vont écouter les salariés, qui vont pas mettre qu'un siège à un endroit. Ça, c'est vraiment une donne qui a commencé à évoluer depuis 5 ans et qui, avec le Covid, s'est encore accéléré. Et aujourd'hui, Mais ça devient aussi une attente, voire même une exigence de nos collaborateurs, Mmh, tout en à fait. prod, en prod pur, hein, donc voilà et puis des nouvelles générations aussi qui sont Mmh, aussi, d'une demandeur. exigence qui n'était pas tout à fait celle d'il y a 30 ans. Donc il Mmh, faut aussi qu'on puisse s'adapter à cela. Ce n'est pas ouais, aussi qu'une volonté des dirigeants, c'est aussi s'adapter aux nouvelles donnes qu'on a aujourd'hui. Mais ce qui OK, ne veut pas dire qu'on le fait à contre-cœur. bien sûr, bien sûr. Parce que comme tu dis aussi, nous dirigeants, on passe aussi un peu de temps au bureau. Donc avant, on faisait peut-être pas attention. Là, vous voyez, on est dans des bureaux qui sont sympas et c'est toujours plus agréable de passer du temps ici. Affaire à suivre alors. Ben, maintenant, je vous propose de tester votre connaissance du marché. Jingle? C'est ça? Je vais te poser une question. La question, elle est très simple. D'après vous, quel est le prix moyen au mètre carré à la location d'un bâtiment industriel sur du seconde main? Du mètre carré. Alors dis-nous la réponse, on te dira ce qu'on en pense. Trop cher. 72? 72? C'est au prix où tu es? Non, on est propriétaire, comme tu le sais. Oui, 2020, on était entre 40 et 45, 2021 entre 40 et 55 et en 2022, on va rester sur les mêmes tendances entre 40 et 55 € du mètre carré annuel hors taxe. Qu'est-ce qui explique, selon toi, dont c'est ton métier, cette augmentation de presque 10 € du mètre carré sur un an? Sur une année, bah, déjà, ça vous le savez, il y a peu de produits, Mmh. sur le marché. Ça a été une vraie donne sur les 2 dernières années, très, très peu d'offres. Les bons produits ont plutôt tendance à monter un peu en prix. Hem, on a aussi un marché qui est même s'il est vieillissant, mais on a des bailleurs, on a des propriétaires qui ont investi un peu dans leurs bâtiments, qui ont rénové un peu. Du coup, on a le prix au mètre carré qui monte un petit peu, puisque quand on a un bâtiment qui est propre, qui est récent, ben, on a plutôt une belle entreprise comme les vôtres. Un bâtiment qui est plutôt ancien, qui a des fuites énergétiques, bah, va pas toucher des gens, heu, en tout cas comme vous qui êtes sensibilisés à ça. Et on a les chiffres de ce matin. On a une baisse à peu près, de 10 000 m² sur la demande placée en locaux industriels, sur 2022 par rapport à 2021. On passe de 76 000 m² de demande placée, en 2021 et sur 2022, on est autour des 67 000. Alors la différence des 10 000, elle est essentiellement sur le seconde main, ce dont les prix on vient parler. Sur le neuf, on est quasiment à égalité. Mais l'année dernière, vous m'avez questionné tous les 3. C'était compliqué de trouver de la surface, disponible et même si on entendait dire des entreprises, il va y avoir des opportunités parce Mmh. qu'elles Ouais, vont pas du tout. elles vont couler, le Covid, ça va en mettre par terre. Elles ont été souvent sous perfusion avec les PGE, avec les aides de l'État, et puis l'activité était plutôt bonne. Donc Et on a malgré tout trouvé des solutions. Je pense, on a trouvé des notamment au solutions. bâtiment A4, Exactement. Mais il y en lieu avait sur pas tant que lequel on ça fait tous et il a fallu nos être réactif. Vous avez été réactif, vous y êtes allés et c'est pour ça qu'on a ces prix au mètre carré qui sont mmh. un Par petit contre, peu la plus la hauts. base reste la même à peu près. Tu disais 40 pour la base, elle a pas bougé. C'est les Sur le bâtiments. neuf, c'est le seconde main qui a baissé. D'accord. Mais là, par contre, sur 2023, je pense que cette tendance, va être un peu différente parce qu'on observe déjà que du bâtiment qui revient sur le marché. C'est-à-dire ceux qui étaient sous perfusion, pendant un petit moment, bah, ils commencent à Bah, être un petit peu au forcément. bout. Ils se disent: «À un moment, on va arrêter», donc ça ferme pas pour autant. Il y en a qui effectivement qui vont fermer, mais il y en a qui réduisent la voilure. Donc on commence à observer déjà un peu de mouvement. On on visite du bâtiment un peu plus qu'avant, alors que depuis 2 ans, depuis le Covid, on était surtout sur un marché de demande et on rentrait de la demande, on rentrait de la demande, mais on ne savait pas où les mettre et des belles demandes. Voilà.
Vous êtes dans ces prix ou à peu près? Prix à la loc, je pense qu'on est un poil plus bas, mais je pense qu'on a été bon Mmh. et tu as su nous accompagner sur quelques opérations là-dessus. Mais oui, Ça va pas ça. on est à minima dans ces prix. OK. J'aimerais savoir ce qui vous fait investir ici plutôt qu'ailleurs. Pourquoi ne pas quitter le territoire? Jingle? Alors, pourquoi ici? Allez Alain, tu commences? Alors, pour nous, c'est compliqué. Enfin, c'est une démarche qui a démarré il y a 50 ans, quand Hans Huber a trouvé cette société, la Boulonnerie Calibrée, qui déposait le bilan et qu'il a racheté une partie de la Boulonnerie Calibrée. Et après, aujourd'hui, la première chose, ce sont les hommes. C'est-à-dire, il faut trouver dans des secteurs un certain nombre de personnes qui soient capables de faire de la déformation du métal à froid. Et ça, on n'en trouve pas n'importe où. C'est-à-dire, si on va déplacer l'usine 100 km au nord, on n'est pas sûr du tout de trouver un vivier de personnes qui connaissent ce métier-là. Donc, on construit sur nos bases, on renforce nos bases par l'école de formation, par les compétences qu'on a en interne, mais on n'a pas on n'a pas vraiment aujourd'hui de raison d'aller ailleurs. Ce serait trop compliqué au niveau Vous avez construit votre humain. développement autour du territoire. Oui, tout à fait. Okay. Pas... Et après, alors pourquoi je ne sais pas pourquoi Hans Huber a décidé il y a 50 ans de venir ici dans la Drôme. Je sais qu'il était francophile, c'est un Suisse-allemand germanophone, mais il était francophile et il aimait beaucoup la France. Et donc venir s'installer en France, pour lui, c'était la première filiale en dehors de la Suisse du groupe SFS. Aujourd'hui, on a une centaine de filiales à peu près. Mais c'était le premier endroit où les Suisses sont venus s'installer. Et vous n'avez pas une autre usine qui est capable de faire la même fabrication? Ah si, on a des usines en Turquie qui font la même chose, on a des usines en Roumanie, on a des usines en Allemagne. Et pourtant, vous avez quand même la volonté de le développer ici. Oui, mais je pense que c'est grâce à nos collaborateurs, c'est grâce aux compétences de l'équipe que nous avons, qui a toujours su créer des nouvelles choses, servir les clients, se développer. Ça, c'est Et puis, donc ça, c'est pour la partie production. Et puis, pour la partie commerciale, de la même façon, on a trouvé des marchés en France avec des clients qui sont attentifs au Made in France, notamment dans la fenêtre. On en parlait. C'est des industriels qui sont attachés à avoir des filières complètes qui viennent, qui soient francophones. Et toutes ces vis que vous fabriquez, elles partent à l'étranger ou c'est essentiellement le marché français? Il y a 8 ans, la division construction, elle a été créée, on va dire, il y a 8 ans. On faisait avant de la construction, etc., mais on n'avait pas un système d'organisation par division. Et il y a 8 ans, on a défini qu'on avait une division construction avec un plan à 5 ans, etc. Il y a 8 ans, on faisait 10 millions d'euros pour l'export en production. L'année dernière, on en a fait presque 24. Ah oui, voilà. Et aujourd'hui, on a eu un changement. Avant, la production française travaillait à 75% pour livrer des clients français. Aujourd'hui, on a grossi au niveau du chiffre d'affaires, mais il y a 50% qui part en France et 50% qui part à l'export. Et ça, pour l'usine française, c'est un atout parce que le fait de ne pas dépendre seulement du marché national, c'est quand même un atout très très fort pour si demain il y a une crise en France, on la subira de façon moins importante. Il y a 3 ans, pour le Covid, le 17 mars, on nous a dit rentrez à la maison, vous serez des héros. Nous, notre usine, on a continué à tourner parce qu'on livrait déjà presque 50% à l'export et que tous mes marchés export continuaient de fonctionner. C'est ce qui vous a et donc, en fait, passer, on a continué de travailler. Alors, on travaillait plus qu'en une équipe au lieu de travailler en 3 équipes. Mais on a continué de travailler, même pendant cette période de Covid où tout le monde était chez soi. Enfin, tout le monde. Je suis sûr que les collaborateurs, pour certains, étaient contents de venir travailler, de sortir un petit peu. Alors, certains étaient contents, certains, à ce moment-là, avaient peur et
pensaient et disaient qu'on leur faisait prendre des risques sur la santé. Alors aujourd'hui, ça nous fait un peu sourire, mais à l'époque, il faut se rappeler Ouais. que c'était... Oui, et puis personne ne savait où on allait, ouais, c'est c'était ça, très personne... anxiogène. Tout à fait, On savait pas si on pouvait c'était super l'attraper. anxiogène. Mm. Et donc, j'avais des jeunes qui avaient 20 ans et qui me disaient ça. Alors nous, on avait la chance d'avoir l'expérience d'autres sociétés du groupe SFS, en Italie notamment, qui avaient eu la même problématique quelques semaines avant, puisque l'Italie était un peu en avance à ce moment-là, sur cette vague de Covid, la première vague de Covid. Et en fait, nos collègues italiens nous ont expliqué ce qu'ils avaient mis en place. Et comme ils avaient 4 semaines d'avance à peu près, on voyait que dans leur entreprise, ça fonctionnait bien, qu'ils ne se transmettaient pas de maladies. Donc on a appliqué les mêmes procédures qu'en Italie. Et puis, on a continué de livrer nos clients. La en force du Europe. groupe. Voilà, tout à fait. Et toi, Christophe? Ce territoire, je sais que tu y es attaché. Oui, oui, à plus d'un titre, hein, parce qu'effectivement, on y est familialement. Terre des choix? Tu n'as pas dit tout à l'heure, mais Je suis né à Valence. Je suis né à Valence, mais effectivement, j'habite en Ardèche. Je suis de Dromardéchois. Les activités ont été pendant longtemps sur l'Ardèche, puisque mon père avait démarré côté ardéchois. Et puis, effectivement, c'était le rugby qui l'avait fait venir ici, notamment à la Voulte. Mais oui, très attaché au territoire. Après, il y a eu effectivement une période dans l'activité où l'installation électrique, quand on développait cette activité-là, avait besoin de proximité avec ses clients. Donc, on avait développé des agences un petit peu de partout, on va dire en Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au sud, Vaucluse. pour ouais, de Vaucluse, et puis même jusqu'à Montpellier, Toulon. Et aujourd'hui, je dirais le core business du groupe fait que on est sur de la fabrication en usine, en atelier. Donc on peut continuer à se développer sur site, même si on s'appuie sur les compétences de notre usine en Tunisie, qui est une usine d'atelier de main-d'œuvre déportée, qui n'est pas là pour servir le marché africain, en tout cas pas aujourd'hui, mais qui nous permet effectivement d'avoir accès à des marchés à fort volume de main-d'œuvre. On n'est pas sur de la délocalisation, mais sur de la colocalisation, qui nous permet de pouvoir accéder à des marchés sur lesquels il y a de forts volumes de main-d'œuvre et on s'appuie dessus. Mais ça nous permet de continuer à développer, je dirais, nos business et de continuer à croître sur le territoire. Donc, on capitalise beaucoup sur ce territoire de Romardéchois qui nous offre quand même des atouts en termes d'attractivité qui sont importants. Bon, avec Alain, on partage le côté administrateur à l'UMM, où on travaille aussi beaucoup sur l'attractivité, où on a le CFAI, la maison de l'industrie, qui est effectivement à côté pour former les filières dont on a besoin. En l'occurrence, chez moi, c'est plutôt la filière électrotech, avec d'autres CFAI qui sont à côté. Et puis voilà, on a quand même un bassin, le bassin de l'aglo, qui est quand même assez riche sur ces métiers-là. Après, on a besoin de former aussi. Quand on est en fort développement, on bataille aussi à recruter à la vitesse de ce développement-là. Tu Mais, parles recrutement, le territoire, c'est un atout, c'est une faiblesse pour le recrutement? Alors, tout dépend ce que les gens cherchent. Maintenant, je pense que le territoire est un vrai atout, dans le sens où moi, j'ai longtemps entendu que Valence était une ville de passage. Mais ça, c'était il y a, je pense, une quinzaine, vingtaine d'années. Aujourd'hui, on est sur un territoire où il y a un fort ancrage économique, avec une grande diversité économique, avec je dirais un bassin d'emploi qui est assez grand, assez diversifié, et sur lesquels il y a vraiment tous les atouts pour pouvoir se développer. Les infrastructures, alors même si le foncier, on l'évoquait tout à l'heure, devient de plus en plus délicat, mais on trouve toujours des solutions. Et puis, on en a trouvé une récemment pour justement notre futur bâtiment en 2024. Donc voilà, nous, on tend effectivement à rester sur le territoire parce que nos productions nous le permettent aussi. Voilà. Ok. Des partenaires sur le territoire? Et puis voilà, c'est tout un écosystème. C'est-à-dire que on fait en sorte aussi d'avoir des fournisseurs et des partenaires qui sont des partenaires locaux, de préférence, pour des problématiques tout simplement déjà pour une volonté de faire travailler et de développer l'emploi sur le territoire. Et puis parce qu'en termes de coûts de supply chain, même si tu peux payer un petit peu plus cher
des équipements qui sont proches de chez toi, si tu fais le coût de ta supply chain au global, ça te revient, c'est beaucoup plus compétitif et c'est surtout quand on reste effectivement sur ce principe d'attractivité, de développement de l'emploi sur le territoire. Et toi, Jean-Michel? Parce que eux, ça fait 50 ans qu'ils sont là, c'est compliqué de déménager, mais toi, en 2014, pourquoi t'es venu ici? C'est vrai que moi, je suis sur la région de Romardèche depuis 30 ans. J'y suis arrivé pour un emploi dans le carton, quand j'ai démarré dans le carton, chez un confrère. J'habite en Ardèche depuis une vingtaine d'années. C'est pas grave. Non, je sais, bon, personne n'est parfait, Non. mais C'est bien, Ardèche. On les aime bien, les Ardéchois, quand même. oui. Et c'est vrai que la création de Cartec, j'aurais pu quelque part, pourquoi pas le faire à n'importe quel endroit, surtout lorsque j'ai monté le site de production. On a, bon, déjà, alors j'avais la possibilité de reprendre un site, le site d'un confrère qui était en dépôt de bilan à Roanne. Alors, bon, j'ai pas hésité longtemps non plus parce que entre Roanne et Valence, je veux dire, j'allais très régulièrement à Roanne parce qu'il me faisait un peu de sous-traitance. Mais honnêtement, c'est quand on s'en va qu'on apprécie de revenir dans la région et qu'on apprécie les atouts de la région. Après, lorsque j'ai monté le site de production, j'ai fait venir des gens. Il a fallu débaucher. De toute façon, on est dans un métier où il n'y a pas d'école, à part sur la partie imprimerie. Partie façonnage, il n'y a pas d'école qui forme. Ce sont des gens que l'on forme sur place, donc on en fait. Mais en parallèle, pour avoir quelqu'un d'opérationnel tout de suite, il faut les débaucher. Ça, il n'y a aucun moyen d'avoir quelqu'un opérationnel disponible. S'il est bon, c'est qu'il est en fonction. T'as débauché en local? Donc j'ai débauché parce qu'en local, il y a plus grand monde dans notre métier. Donc il faut éviter en local, tu vas pas te faire des amis. Oui, en plus. J'ai débauché sur différentes régions, dont quelques-uns sur la Savoie. Par contre, ça n'a pas été forcément un problème Ils sont venus. Voilà, de dire aux gens, bah, venez vous installer à Valence. J'aurais installé le site à Cambrai ou à Cherbourg, je suis pas sûr que j'aurais eu les mêmes possibilités. Sur Valence, ça n'a pas posé particulièrement de problème. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'avoir alors, je recrute, on a pas mal recruté cette année, j'ai besoin encore de quelques personnes. Donc, on a quand même la chance d'avoir une région qui attire un petit peu. Les gens, je les ai aujourd'hui, ils se sont installés. Bien évidemment, l'objectif n'est pas d'en partir. Et on bénéficie effectivement. Alors, moi, quand je suis arrivé sur Valence, j'ai juste vu on bénéficie d'une notion de proximité. La ville en elle-même, alors quand on est jeune, c'est un peu compliqué, ça manque un peu d'activité. Quand on a, en tout cas à mon âge, je veux dire, je trouve que c'est la taille de ville qui correspond bien à notre façon de vivre aujourd'hui. Par contre, on est à 1 heure de Grenoble, on est à 1 heure de Lyon, on est 2 heures de Paris. 2 heures de Paris. On est à 1h30 de la côte, donc ça reste quand même très central. Et avec des nœuds de communication qui sont très, très, très bien abordés. On a des études sur le baromètre des attractivités des métropoles en France et Valence fait partie des villes les plus attractives de France pour toutes ces raisons qu'on vient de donner. Le Covid a encore accéléré ça, mais on est beaucoup se questionner sur tous ces investisseurs qui arrivent de Paris, de Lille, d'un peu plus loin. Mais ce que vient d'évoquer Jean-Michel est très important, c'est-à-dire qu'effectivement, on est à un nœud, on est à 1 heure, voire à 2 heures max et encore 1h30, 2 heures max de la mer et effectivement très proche de tout ce dont les gens peuvent aimer, la montagne, la mer ou autre, et puis bien desservi à 2h15 de Paris, donc très facile de faire des rendez-vous, je dirais, chez les clients ou les sièges de nos clients sur Paris, et puis à l'inverse, c'est très facile de venir du coup chez nous. Donc en termes de recrutement et d'attractivité, c'est aussi des éléments qui font que on met en avant quelque part notre territoire. Quoi. Il faut juste qu'ils nous remettent le train de 6 heures. Oui, ça, c'est une de catastrophe. 6h35. Eh oui. Ça, c'est une On va catastrophe. passer le message si on nous entend. Ouais. C'est un vrai problème. Et il y a un point aussi qui est très important, et ça c'est pour la durée des collaborateurs dans la région, c'est le côté accueillant des Dromois et puis des Ardéchois aussi. Donc, tu oublies un peu trop souvent Surtout les Ardéchois, plus les Ardéchois. Les Ardéchois sont... On est en Drôme ici, excusez-moi. Je suis en Drôme. Le Nord, tu pleures 2 fois en Ardèche. Hein. Non, mais j'allais dire, les Ardéchois, justement, par contre. que souvent les gens ont tendance à critiquer un petit peu, même eux sont quand même assez accueillants, en tout cas, peut-être plus que
que d'autres régions un peu plus montagneuses que j'ai connues au préalable. Mais c'est Voilà. les Ardéchois en fait qui sont sympas, sont ceux qui travaillent à Valence. Non, C'est- non, mais j'en Je connais, pense j'en qu'il connais faut. notamment qui travaillent à Toulon, qui sont très sympas. Moi, je trouve que c'est des débats un peu stériles, tout ça. Notamment quand on parle des CCI et autres. Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà. Quand on parle de l'UMM, c'est Alain, Dromardèche, on hein. est Dromardèche. Mm. Quand on parle du réseau Entreprendre dans lequel je fais partie, c'est Dromardèche. Je suis d'accord, ça pourrait Donc même voilà, aller plus loin. il Des fois, on veut trop nous Non, non. séparer la Drôme et l'Ardèche. Il y a les industries peuvent être différentes, mais le vivier industriel ardéchois est énorme et très riche, très Ouais. riche. Il suffit de passer le Rhône. Et je pense que ce confort de vie que nos collaborateurs qui arrivent, qu'on va débaucher ailleurs, ils vont trouver en arrivant ici, c'est ça aussi qui permet derrière qu'ils restent ici. Oui, de la garder. Et nous, Qu'ils soient bien. on essaye de le vendre, hein, au-delà effectivement de vendre Dans le recrutement. ce que fait l'entreprise, les possibilités de promotion interne et enfin, j'en passe. On vend aussi le territoire parce qu'il est attractif en soi et il a vraiment des atouts, quoi. Et ça correspond au bien-être du Exactement. salarié et du collaborateur. On a un intérêt, il est facile, relativement facile de trouver une maison à un quart d'heure de Valence, d'avoir du terrain, d'avoir des espaces qu'on a difficilement dans des grandes villes. Les conditions de circulation, même si c'est pas forcément toujours très simple. Elles sont confortables. Elles sont quand même confortables. Il suffit d'aller passer. Moi, j'ai mon plaisir, c'est quand j'ai malheureusement la mauvaise habitude de monter tout le temps en voiture à Paris. Et quand donc je passe 2-3 jours sur Paris, c'est vrai que quand je redescends et que je me trouve Sur Lyon bloqué ou sur Lyon, mais que je me retrouve bloqué 10 minutes sur les ronds-points à Valence Sud, j'ai tendance un peu à relativiser finalement. C'est scandaleux. Là où on va râler après avoir passé 3 jours à Paris, finalement, on se dit ah finalement c'est bien. Donc c'est un vrai intérêt. C'est sûr. Allez, on va continuer de parler investissement avec la question à 100K. Alors, ça c'est un petit jeu. Demain, vous avez 100K à investir dans une start-up. Quel critère va être décisif ou quel secteur serait à privilégier selon vous? Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de start-up que vous avez entendu parler et dans lequel vous mettiez entre 0 et 100K? C'est pas une start-up, mais moi j'aurais bien investi 100K chez la Redoute il y a encore peu de temps. Oui. Mais personne ne l'aurait fait à ce moment-là. Non, je suis d'accord avec ça. Mais forcément, alors pour ce qui me concerne, ce serait des startups qui seraient liées à nos métiers et notamment à comment gérer toute l'intelligence des réseaux au niveau énergétique, parce qu'aujourd'hui, on a Pierre qui va pouvoir générer sa propre énergie avec ses panneaux solaires, qui va autoconsommer ou qui va revendre sur le réseau. Et il y a toute une intelligence à avoir, alors ce que développent bien évidemment les EDF et autres. Mais voilà, il y a des startups qui se montent et qui peuvent être très performantes sur ces sujets-là. Et voilà, si j'avais effectivement un billet de 100K à mettre, je le mettrais peut-être là-dessus. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un qui commence à faire du montage financier sur de l'autoconsommation. C'est-à-dire qu'on met sur le bâtiment du photovoltaïque, mais quand il parle d'autoconsommation, c'est dans un rayon très court. Donc le circuit rachète l'électricité 2 fois plus cher si on sait qu'il est consommé de façon très courte. Donc ça, effectivement, il y a des choses comme ça. Dans l'énergétique ou dans le développement durable? C'est là-dedans aussi que j'irai. Peut-être plus par conviction que par appât du gain. Mais elle est chez moi. C'est pas une start-up chez toi. Oh, à 350 personnes près, c'est... Et toi, Jean-Michel? Moi, j'aurais tendance à les mettre dans une société qui va être capable de nous permettre de continuer à utiliser des véhicules thermiques tout en éliminant le problème de l'énergie fossile et de la pollution. Parce que je suis un fan de voiture, je roule beaucoup, professionnellement parlant, et je vois poindre les contraintes liées à la voiture électrique d'une façon assez problématique. Oui, Christophe va te mettre des bandes de recharge un peu partout. Donc, ouais, mais alors vraiment partout. Hein. Et puis en 4 minutes de chargement, hein, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est effectivement,
c'est plus un débat, hein, le thermique qui est censé s'arrêter en 2035, je crois. Mmh. Donc d'ailleurs, il suffit de regarder la télé pour voir que toutes les pubs aujourd'hui, c'est ou de l'hybride ou de l'élec, hein, Mmh. on parle plus de thermique ou autre. Alors effectivement, nous, on a breveté une solution qui sont des hubs de recharge pour véhicules électriques qu'on fait complètement en usine et qu'on recette en usine avec le client final, avec même les bandes les voitures pour la recharge. Et après, on vient installer ça directement sur site. Ça permet, ça permet de minimiser le temps d'installation sur site et le génie civil qu'il y a. Tout ça pour te dire qu'effectivement, de gros opérateurs, aujourd'hui, comme des Allego, des Electra, pour ne citer que ces deux grosses sociétés et d'autres, sont en train effectivement d'essayer de mailler le territoire au plus vite, parce qu'il faut occuper l'espace au plus vite pour après Mmh. gérer un réseau de parcs installés. C'est aussi pour ça que c'est une activité qui est en forte hausse chez Aventec, au travers des solutions qu'on propose à ces clients-là. Mais voilà, le but effectivement, c'est de pouvoir équiper tout cela et avec, pour ta problématique de charger en quelques minutes ou en peu de temps, avec des superchargeurs qui peuvent aller jusqu'à 300 kilowatts. C'est-à-dire que en un quart d'heure, 20 minutes, tu peux recharger ta voiture. Et tu vois beaucoup de startups comme ça qui arrivent? Et le groupe Aventec pourrait, investir dans ces startups? C'est des choses que vous regardez? Oui, non, parce il faut éviter d'être à mon nez jugé parti, parce que investir dans une start-up enfin, qui pourrait développer ce type de solution auprès de grands donneurs d'ordre, comme je vais prendre les centres commerciaux, enfin, sans les citer, tous les centres commerciaux. Aujourd'hui, on équipe tous les carrefours de France. Demain, ça sera peut-être les casinos et autres. Mais si tu investis dans une start-up qui fait concurrence déjà à tes clients, tu peux peut-être quelque part te compromettre toi-même vis-à-vis de ton business. Donc il faut rester Mmh. assez indépendant de ces gens-là et par contre avoir un catalogue produit qui soit Mmh. suffisamment attractif Pour pouvoir les pour qu'ils puissent accompagner. pour pouvoir les accompagner et développer leurs solutions. OK. Moi, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu une société, vous me direz si vous investissez dedans. C'est Mark Deep, c'est un type qui a beaucoup voyagé et qui à chaque fois où il voyageait, il passait et il nettoyait un peu les plages, les parcs, de tous ces plastiques et il a commencé à réutiliser tous ces plastiques qu'il collectait pour en refaire des porte-clés, des dessous de verre. Sauf qu'il s'est rendu compte qu'à un moment, bah, ça repart à la poubelle et rebelote, ça retourne, sur les plages. Du coup, il a eu l'idée d'utiliser la qualité de ces plastiques, la durabilité dans le temps, hein, Mmh. ça part pas comme ça, pour, le mettre dans des matériaux, sur lesquels on leur demande d'être durables. Notamment, c'est une alternative au béton pour faire des dalles de béton, sur des sols. Ça, c'est quelque chose où, vous investiriez? Vous le mettriez chez vous? Alors, tout ce qui va permettre de supprimer les rejets de plastique et permettre de la récupération des rejets de plastique, oui, oui, c'est quelque chose qui peut être. On est dans l'économie circulaire, pourquoi pas? Mais c'est des belles initiatives, mais à l'échelle de ce qu'on doit faire à la planète, Industriellement, c'est peanuts. Je pense on a vraiment de gros sujets sur lesquels s'attaquer avec des pays qui sont extrêmement émetteurs mmh. de carbone et autres. Donc, mais pourquoi C'est pas un pour sujet répondre à ta parmi d'autres? question? Oui, Mmh. oui, oui. OK. On va surveiller ça de près et voir l'évolution de ces startups, innovantes. Et puisqu'on parle de demain, j'ai une dernière petite question pour vous. Très bientôt, de nouveaux invités vont passer boire le café. Qui est-ce que vous aimeriez, voir, venir boire le café? Jingle? Du coup, une idée de qui vous aimeriez voir, à votre place, pour les prochaines, émissions? Je pensais qu'il y en avait qu'une et qu'on avait été choisi Oui, parmi Juste, les. en fait, juste je suis vous. quand Non, même très non. déçu, hein. Ouais, Ah ouais, ouais, vraiment là, ouais. non, bah, On a, c'était sympa je crois jusqu'à maintenant et on a tous des amis entrepreneurs ou entrepreneuses qui ont beaucoup de choses à dire. Moi, des gens inspirants et amis, j'en citerai peut-être qu'un, c'est Fabien Jouvet de Skipper, ah, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, bonne chose. qui a beaucoup de choses à raconter, qui a su réinventer son métier de la logistique et de la messagerie
à sa façon, qui a un management qui est assez, je vais pas dire atypique, mais qui lui ressemble beaucoup. Donc, c'est quelqu'un effectivement qui aurait beaucoup de belles choses à dire. Eh ben, écoute, je vais appeler Fabien. Et s'il veut pas venir, je l'appellerai. Ok. J'avais pensé à Fabien aussi, mais alors j'ai un deuxième choix, c'est Sébastien Palozzi, le Oui. dirigeant de Prodeval, Ouais. pour le côté justement durabilité, développement durable que ces produits permettent de créer pour éviter de polluer la planète. Ok. Très bien. Et moi, sans le connaître, enfin, je le connais un petit peu, mais c'est quelqu'un, a priori, qui a une idée de génie et qui se développe bien sur Valence, qui développe bien sa société. C'est Brice Cruchon, Dracula Technologies. Dracula, ouais. Mm. Mon gamin, il travaille, donc en même temps, c'est un peu orienté. Mais, mais c'est vrai que c'est un vrai, il y a un vrai challenge pour que les produits permettent de remplacer l'utilisation d'énergie De piles. non renouvelable. Ça parle beaucoup de gens de RSE, Oui, d'économie, oui. de carbone. C'est bien. Ouais, de management bienveillant, Mm. tout ce Des dont sujets on actuels. attend aujourd'hui. Oui, Qui parce vous- que et qui vous Fabien, touche. il parle de ce logistique aussi, qui est Ouais. la logistique en évitant, en limitant le nombre de camions sur les Ah routes oui, et puis en les je- faisant travailler au biogaz, Ouais. etc. Donc, Ouais, il se pose les bonnes questions et il agit. Donc, c'est important. Eh bien, suspense, on verra s'ils répondent présent à mon invitation. Cette pause café touche à sa fin. Je voulais vous remercier d'avoir accepté l'invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça nous a permis d'en savoir un peu plus sur vous, sur l'entrepreneuriat. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos projets. Vous nous tenez au courant de tout ce qui se passe. J'espère que vous repasserez boire un petit café prochainement. Et puis, merci et à bientôt. Et je vous tiens au courant pour les prochains invités. Ouais, merci de l'invitation. Merci pour merci l'invitation. Sébastien. Merci.